Bienvenue sur Je peux pas, j'ai avocat, le podcast à votre écoute et à destination de tous. Nous sommes Anaïs Goulpeau et Sarah Kébir, avocates associées chez Wave Avocat, spécialistes en droit de la famille et en droit du travail. Entre expertise, témoignages et bien plus encore, notre ambition est de vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Bonne écoute. Bonjour à tous, on vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast à deux. Alors ça va être un épisode qui va traiter des attestations sur l'honneur, autrement dit les témoignages. Donc est-ce qu'on peut avoir besoin parfois de témoignages quand on a une procédure judiciaire? Donc bien sûr, comme vous le savez, je suis spécialiste en droit de la famille et Sarah est spécialiste en droit du travail. Donc on va principalement parler de nos matières, nous vous donner des exemples dans nos matières. On va voir ensemble à quoi ça sert, qui peut attester, qu'est-ce qu'il faut mettre dans ces attestations, quelle est la force probatoire. Donc, est-ce qu'une attestation, c'est vraiment la reine des preuves? Comment on la demande aux personnes de qui on voudrait une attestation et puis qui va l'avoir? On va essayer de brosser ça dans ce podcast. Alors, à quoi ça sert? Anaïs a commencé à vous le dire. C'est une manière de faire témoigner quelqu'un, de mettre dans le dossier, de soumettre au juge la position et le constat qu'une personne a pu faire personnellement. Et ça, c'est très important. Le Code de procédure civile l'exige, la jurisprudence aussi. On va pouvoir témoigner uniquement de faits que l'on a personnellement constatés. Si le voisin me dit « j'ai vu un tel faire ceci ou cela », je vais pouvoir témoigner en écrivant le voisin un tel m'a dit j'ai vu un tel faire ceci ou cela, mais je ne peux pas témoigner de ce que j'ai vu moi de mes propres yeux cette personne faire ceci ou cela. Donc ça va servir justement à apporter un éclairage, à apporter des éléments au juge par un tiers. En droit du travail, si j'ai un salarié qui a été licencié pour faute grave parce que il a commis un vol dans le stock de l'entreprise, je vais pouvoir avoir une attestation d'un autre salarié qui attestera que l'espace de stockage est inaccessible, que à sa connaissance personne n'a la clé de l'espace de stockage. Ou bien s'il y a un licenciement ou une sanction parce qu'il y a eu une altercation entre plusieurs salariés, les personnes qui étaient sur place vont pouvoir attester en mettant je témoigne de ce que c'est en réalité l'autre salarié qui est venu porter des coups à monsieur ou madame. Voilà, donc c'est une manière de donner un éclairage, d'apporter la vision d'un tiers dans le dossier. C'est à peu près pareil aussi en droit de la famille? Oui, en droit de la famille, on utilise souvent les attestations, notamment en ce qui concerne les enfants, quand c'est litigieux, quand c'est conflictuel. Par exemple, on va pouvoir avoir des attestations si on a un parent qui conteste de l'implication de l'autre parent dans la vie familiale, par exemple par le passé, et que à l'inverse, mon client a beaucoup participé et souhaite des témoignages de ses proches sur le sujet ou des témoignages de personnes plus éloignées qui attestent que du temps de la vie commune, il emmenait les enfants régulièrement à leurs activités, qu'ils connaissaient l'ensemble de ses amis de classe, que tel parent d'élève l'avait rencontré à telle occasion. Enfin voilà, c'est pour vous donner un petit peu des exemples. Et dans ces cas-là, on peut effectivement solliciter des attestations, des témoignages. En droit de la famille, on a une petite particularité, c'est qu'on ne peut pas faire attester ses enfants dans le cadre des causes du divorce entre les parents, mais sinon, en général, c'est effectivement des membres de la famille et des plus ou moins proches. Et là, on en rediscutera ensuite par rapport à la valeur de ces témoignages et du coup au choix des personnes à faire témoigner. En droit du travail, on peut avoir des attestations diverses et variées. Ça peut être des collègues, ça peut être des membres de l'équipe que l'on supervisait, ça peut être des supérieurs hiérarchiques ou bien des proches, familles, amis, s'il s'agit de témoigner d'une dégradation de l'état de santé, par exemple. Mais là aussi, on va en reparler parce que selon la personne qui va attester, la valeur probatoire de l'attestation pourra être plus ou moins intéressante. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans une attestation? Il faut prêter attention à la forme et au fond de l'attestation.
Alors sur la forme, on se réfère au code de procédure civile qui était très précis et qui va nous dire comment doit se présenter une attestation. Alors on va mentionner des éléments d'identité, enfin son identité, son nom, prénom, date de naissance, profession, domicile. Et puis il va être mentionné s'il y a un lien de parenté ou d'alliance avec les parties ou un lien de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêt. Donc moi, dans ma matière, souvent, si j'ai un dossier qui va concerner un employeur et que l'employeur demande des attestations aux salariés pour établir des faits qu'il sanctionne, les salariés vont indiquer qu'il y a un lien de subordination. Et ça aura une incidence sur ce qu'on verra après, à savoir la valeur probatoire de l'attestation. Il va aussi y avoir une mention indiquant que la personne qui rédige le témoignage ou l'attestation sur l'honneur a bien conscience que c'est une attestation qui va être produite en justice et que toute fausse attestation expose à des sanctions pénales. Ça, l'idée, c'est de bien faire prendre conscience à la personne qui témoigne de ce que son témoignage va pouvoir avoir une incidence sur le cours d'un procès et que il n'y a pas lieu de témoigner d'éléments qui sont mensongers ou qui n'ont pas été constatés personnellement. À cette attestation, on va joindre un justificatif d'identité. Donc très souvent, c'est la photocopie de la carte d'identité et ça permettra de s'assurer de ce que la signature de l'attestation est bien la signature de la carte d'identité et donc de sa conformité. Sur le fond, moi, en droit de la famille, effectivement, par rapport à ce qu'on disait sur le lien d'alliance, de filiation, de parenté, etc., souvent, on pense en premier lieu, quand on parle d'attestation, à sa famille proche, à ses parents, à ses frères et sœurs. Voilà, c'est souvent ce qui revient. Et donc là, dans ces cas-là, il faudra bien indiquer père, mère, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, etc. Donc ce qu'il faut voir par rapport à toutes ces personnes et pourquoi on indique les liens de parenté et d'alliance, c'est effectivement, comme vous le disiez Sarah, par rapport à la valeur. Il est évident que notamment dans le cadre de litiges familiaux, ce qui va être attesté par les parents de la personne concernée va avoir un petit peu moins de valeur que ce qui pourrait être attesté par un parent d'élève avec qui il n'est absolument pas ami et qui va raconter un événement très factuel. Il faut savoir souvent qu'on peut tomber un peu dans des dérives, entre guillemets, où on va avoir des attestations qui vont être un peu un contre-procès, j'ai envie de dire, de la personne, moi en ma matière en tout cas, en disant que c'est une personne fantastique, qui adore ses enfants, qui s'en occupe parfaitement bien, à qui on laisserait père, mère, sœur et frère, de manière les yeux fermés. Et en fait, c'est pas ce qu'on cherche par le biais des attestations. En tout cas, dans ce que nous, on estime utile et dans ce que le texte même estime utile, à savoir qu'une attestation, ça a vraiment vocation à relater des faits, mais des faits précis et des faits, comme Sarah vous le disait, auxquels on a assisté, qu'on a personnellement constaté. Là, je vais encore vous donner un exemple en droit de la famille. Ces faits-là qu'on va constater, c'est pas que monsieur est un merveilleux père ou c'est pas que madame a toujours tout sacrifié pour sa famille. Ça, on peut pas. Alors, bien sûr, on peut dire que on peut donner des exemples, on peut dire quand j'allais chez cette personne, c'était toujours la mère qui faisait telle ou telle chose, quand j'allais à telle activité, c'était toujours le père qui l'emmenait, je n'ai jamais connu que lui dans les relations que j'ai pu avoir à l'école, enfin voilà, ce genre de choses. Ça oui, ce sont des faits qui peuvent avoir un intérêt si c'est notamment pour démontrer une implication qui est contestée, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais il ne faut pas que ce soit des choses trop globales. Et là d'ailleurs, par rapport à ça, il faut que ce soit aussi la réalité. C'est ce que Sarah vous disait tout à l'heure, parce que parfois, on peut avoir des gens qui disent qu'est-ce que je demande du coup ? Enfin, c'est quoi qui serait intéressant pour l'intérieur de l'attestation ? Non, on va en reparler, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de pouvoir avoir des faits concrets. Plus c'est précis, plus c'est concret, finalement, mieux c'est en fait. Plus ça va permettre vraiment d'attester de quelque chose de pertinent. Et quelque chose de pertinent pour la personne pour laquelle on veut attester, parce que moi j'ai souvent le cas de
clients qui sont salariés, qui ont vécu des situations compliquées. Et par exemple, quand on est dans une situation de harcèlement moral, on va me dire je peux demander des attestations parce qu'il y a un tel et un tel qui vont pouvoir attester, qui sont aussi victimes de harcèlement moral. Bon, ça ne sera pas forcément pertinent parce que c'est pas parce que le collègue qui est 3 bureaux après est victime de harcèlement moral que vous l'êtes aussi. En revanche, si le collègue atteste que tel jour, lors de telle réunion, il a été dit ça, il a été tenu tel propos par telle personne à votre égard, là oui, c'est pertinent. Parce que le juge va pouvoir observer que quel a été le comportement précis et est-ce que ça fait partie des agissements de harcèlement moral de manière précise. Par contre, attester qu'on est soi-même victime, ça n'aura pas d'incidence dans le dossier. Donc voilà, ça va dans le sens de ce que disait Anaïs sur il faut attester d'éléments précis, datés. Nous, on aime bien quand c'est daté parce que ça rend les choses concrètes et précises. Et ça va dans le même sens aussi si c'est l'inverse. Moi, je sais qu'en droit de la famille, parfois, l'écueil, c'est que les personnes qui témoignent se sentent obligées de dire des choses désagréables sur l'autre partie. Mais c'est pas forcément le but. C'est pas En fait, on vous demande pas, dans le cas des attestations, de faire, par exemple, si quelqu'un vous demande d'en faire, le but, c'est pas de faire le procès de telle personne ou à l'inverse, de démontrer qu'un tel est génial et que l'autre est une horreur, quoi. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de relater des faits particuliers parce que ça empêche de tomber dans ces dérives-là qui vont être juste de la critique gratuite en pensant que ça va servir la cause. Et d'ailleurs, ça sera très contre-productif parce que quand on examine les attestations qu'on a dans le dossier, les attestations de la partie adverse et qu'on va critiquer les attestations adverses, qu'on va essayer de leur faire perdre leur valeur probatoire, on va regarder ces éléments-là. Et si une attestation se contente d'émettre des critiques sans qu'il y ait de faits précis, etc., on va soulever qu'il s'agit d'une attestation qui ne relate pas des faits précis qui ont été constatés, qui ont un intérêt avec le litige. Et donc, cette attestation le juge va pas la lire de manière très attentive. Ça va peut-être même faire perdre l'intérêt de toute l'attestation, alors que en son sein, il y avait un élément très intéressant. Donc, il vaut mieux attester de l'essentiel, se limiter à l'essentiel et se passer de tout commentaire positif ou négatif ou de critique qui serait des éléments à dire à la personne à qui vous remettez l'attestation, mais pas d'éléments qui ont un intérêt à figurer dans l'attestation qui va se retrouver entre les mains du juge. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que cette attestation va se retrouver, on va en reparler, dans le dossier et va être appréciée par le juge. Donc le juge, il a besoin d'avoir des éléments clairs, simples, précis et pas une littérature pleine de bons ou de mauvais sentiments. La question souvent c'est comment je fais ? Parce que moi, en droit du travail, assez régulièrement, j'ai besoin d'attestations sur comment se passait la relation de travail pour mon salarié, mon client. Et on me dit comment je fais pour la demander ? Est-ce que je peux faire un écrit ? Est-ce qu'il faut que je la demande par téléphone ? Est-ce que vous pouvez me faire un modèle ? Assez souvent on me dit est-ce que vous pouvez me faire un modèle ? Donc ça, il faut faire attention parce que l'attestation, elle doit être sincère. C'est son auteur qui indique, qui écrit ce qu'il a lui-même vécu et constaté. Alors, évidemment, on va pas simplement dire ou écrire « Est-ce que tu peux m'envoyer une attestation ?» sans dire à quoi ça va servir. Mais il n'y a pas de problème à demander une attestation par écrit. Alors, il faut pas harceler quelqu'un pour avoir une attestation, mais lui envoyer un mail ou un SMS pour lui demander une attestation, ça ne pose pas de problème en soi. Et ensuite, sur le contenu, il faut surtout pas dicter. Ça, c'est le pire à faire parce que quand on prend les attestations adverses et qu'on se rend compte qu'il y a 4 ou 5 attestations qui emploient les mêmes termes ou qui ont la même structure, qui emploient le même mot qui n'est pas du tout un mot courant, qui sont des copier-coller, qui sont exactement la même chose, bon, là, il n'y a rien de pire parce que ça fait perdre toute la valeur de ces attestations. Et ça laisse présupposer une sorte de mauvaise foi. Donc il faut faire attention de ne pas dicter et à mon sens il faut simplement dire à la personne je vais contester mon licenciement ou je vais demander
une indemnisation parce que je considère que j'ai subi du harcèlement moral. Est-ce que tu peux me rédiger une attestation pour me donner des éléments supplémentaires sans dicter le contenu précis de ce qui doit figurer dans l'attestation. Et je pense que c'est pareil en droit de la famille. Oui, c'est exactement ce que je pouvais dire tout à l'heure, c'est que effectivement, il faut que ce soit vraiment des éléments précis. À telle date, on a fait telle chose ensemble, et voilà le comportement qu'a eu telle personne, voilà ce qui a été dit. Il faut vraiment pas hésiter à demander à retranscrire un petit peu une scène, par exemple, de ce qui a pu se passer. Si c'est un événement qu'on veut démontrer, par exemple, faut pas hésiter à redire voilà ce qui a été dit par telle personne, voilà ce qui a été dit par telle autre, voilà comment les choses ont été gérées, et vraiment avec des mots simples, sans que vous ayez à dicter quoi que ce soit à la personne. Et d'ailleurs, c'est, comme disait Sarah, c'est ce qui fait aussi sa véracité. Si toutes les attestations se ressemblent, si elles disent toutes la même chose presque au mot près, on se rend vite compte que ça a été dicté. Alors, qui va voir cette attestation? Ça aussi, ça peut être un problème, soit parce que en droit du travail, on demande, on est sorti des effectifs, on a été licencié, on demande des attestations à des collègues qui sont toujours en poste et toujours salariés de l'entreprise, soit en droit de la famille parce qu'on va avoir des attestations de membres de la famille ou d'amis communs peut-être du couple alors qu'on est dans le cadre d'une séparation et d'un divorce. Donc ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que l'attestation, elle sert à être produite en justice et donc à figurer dans le dossier. Et ça, on l'a déjà expliqué, mais on va le redire, il y a un principe qui est celui du principe du contradictoire. Tout ce dont le juge a eu connaissance, il faut que l'autre partie en ait connaissance aussi. Alors souvent, on a un sentiment un peu de répulsion quand on explique ça au client. Il nous dit, oui, mais du coup, si ils en ont connaissance, la partie adverse va pouvoir répondre. C'est bien le but, et d'ailleurs c'est une bonne chose parce que sinon ça voudrait dire qu'à l'inverse aussi, la partie adverse pourrait donner des éléments au juge qu'on ne verrait pas et on ne pourrait jamais répondre. Donc l'idée c'est que tout ce qui va être transmis au juge doit être transmis aussi à la partie adverse en toute matière, droit de la famille, droit du travail, c'est également, c'est pareil, et de manière générale en droit. Et donc il faut avoir à l'esprit que cette attestation va se retrouver entre les mains du juge, et aussi entre les mains de la partie adverse. Donc, si vous me donnez une attestation d'un salarié, donc d'un ancien collègue qui est toujours en poste, il faut être assez clair et loyal avec lui. Quand vous lui demandez l'attestation, alors déjà, il va recopier la mention indiquant que ce sera produit en justice, mais peut-être que par loyauté, il faut quand même lui préciser que cette attestation, l'employeur en aura connaissance aussi. Et là, il est vrai que parfois, le collègue va vous dire ça me dérange un petit peu parce que je veux pas trop de problèmes, je crains des représailles. Donc parfois, il est vrai que moi, dans ma matière, on a des difficultés dans certains dossiers. On n'arrive pas à avoir d'attestation des témoins d'un événement, d'une réunion qui s'est mal passée parce que personne ne veut témoigner. Et par rapport à ça, il faut relativiser un tout petit peu. Alors c'est vrai que quand c'est un événement particulier comme une réunion qui se passe mal, si toutes les personnes qui sont présentes lors de cette réunion ne veulent pas attester, on va avoir le plus grand mal à justifier de ce qui s'est passé pendant cet événement, mais on va trouver d'autres éléments et d'autres choses. On ne peut pas forcer quelqu'un à témoigner. On a la possibilité de demander au conseil de prud'homme d'auditionner des témoins qui vont venir, qui vont prêter serment et qui vont être entendus, mais c'est extrêmement rare. Le conseil de prud'homme le fait très peu parce que ça monopolise une audience, ça prend beaucoup de temps et malheureusement la juridiction est déjà très surchargée, mais si vous n'arrivez pas à avoir d'attestation, il ne faut pas harceler quelqu'un pour les obtenir et essayer de passer par d'autres biais. Parce que, encore une fois, on ne peut pas forcer quelqu'un à attester. Mais en tout cas, il faut être, je pense, moi c'est ce que je dis à mes clients, il faut être loyal quand on demande une attestation. Si on nous dit, est-ce que l'employeur en aura connaissance? La réponse est oui. À l'inverse, je trouve aussi qu'il faut bien réfléchir quand on veut attester, notamment en droit de la famille. Si on n'a pas d'événements à raconter, si on n'a rien à dire, outre que un tel est nul et un tel est super,
est-ce vraiment nécessaire d'attester? Il faut quand même se poser la question. Ça va être des humains qui vont lire vos attestations. C'est jamais agréable d'entendre des choses désagréables sur nous par notre ancienne famille, par nos anciens amis, malgré tous les griefs qu'il peut avoir. Donc là, je renvoie à tout ce qu'on a dit avant. Il faut que c'est vraiment un intérêt, il faut que ce soit quelque chose de concret et ça ne passe pas forcément par un dénigrement ou un procès contre la personne concernée. Je crois qu'on a fait le tour. Et puis, j'espère qu'on vous a éclairé sur la question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser et vous retrouvez aussi toutes nos informations sur le site internet. À bientôt!